le 23 mécanicien avait abandonné le Volvo de débardage jusqu'à ce qu'elle le démarre en 27 secondes dans la cour des vaincus. « Tu vas essayer aussi, petite ? On en a eu 23 ici. Ce Volvo est possédé. » La voix venait de l'autre côté de la cour, chargée d'une ironie mal dissimulée. Marina ne tourna même pas la tête, continuant d'observer le camion de débardage qui dominait le centre de la ferraille, le long de la route à Saint-Étienne-du-Bois, dans le Grand Est. Le Volvo FH5750, peint en rouge, décoloré par le soleil et la boue des chemins de terre, était là depuis 7 mois. 7 mois qui s'étaient transformés en légende locale. « Je vois que mademoiselle n'a même pas apporté d'outils, » continua monsieur Gérard, le propriétaire de la cour, en s'essuyant les mains sur un chiffon sale de graisse. Les autres, au moins, apportèrent des scanners, des multimètres, toutes ces technologies. Mais si vous venez juste regarder, vous pouvez économiser votre temps. Marina finit par se retourner. Elle avait 32 ans, les cheveux attachés en une queue de cheval pratique, une combinaison bleue usée, mais propre, et dans ses yeux cette détermination tranquille que des hommes comme Gérard interprétaient toujours comme de la naïveté féminine. « Si, j'en ai apporté, » répondit-elle en désignant sa propre tête. « Ici. » Le rire de Gérard résonna dans la cour, accompagné des rires de 2 mécaniciens qui se reposaient à l'ombre d'un atelier improvisé. Marina connaissait bien ce genre d'accueil. Elle avait grandi parmi les camionneurs et les mécaniciens à Mulhouse, fille d'un chauffeur qui était mort sur la RN 83 quand elle avait 15 ans. Sa mère, Madame Lucie, travaillait comme cuisinière dans une entreprise de transport et emmenait la petite fille avec elle. C'est là, entre l'odeur de gazole et de café réchauffé, que Marina apprit que les moteurs avaient leur propre voix. Il suffisait de savoir écouter. Écoutez, sans vouloir manquer de respect, Gérard adopta un ton paternaliste qui fit serrer les dents à Marina. Mais ce camion a déjà vaincu de très bonnes personnes. Il y a Antoine, qui travaille au concessionnaire Volvo de Strasbourg. Il y a Didier, spécialiste en électronique, qui est venu de Colmar. Ils ont même fait venir un ingénieur de Joinville. Ils ont payé 3 000 € juste pour sa visite. Rien. Le camion ne démarre pas, n'émet aucun bip, aucun voyant ne s'allume sur le tableau de bord. Mort. Et le propriétaire ? Robert Martin, propriétaire de la scierie des Vosges. Un homme bien, bon payeur, mais il a déjà perdu patience. Il a dit que si quelqu'un d'autre voulait essayer, il pouvait le faire, mais qu'il ne dépenserait plus un centime là-dedans. Le camion est ici en garantie d'une de mes dettes envers lui. Si j'arrive à le faire fonctionner, je garde la différence de sa valeur. Sinon, Gérard haussa les épaules, il finira en pièces détachées. Marina fit le tour du Volvo. Le camion de débardage avait une carrosserie adaptée aux billes de bois, avec des ranchers renforcés et d'épaisses chaînes encore attachées sur les côtés. Les énormes roues étaient un peu dégonflées. La cabine, bien que sale à l'extérieur, semblait bien conservée. Elle testa la porte du conducteur. Elle s'ouvrit. « Combien de kilomètres ?» demanda-t-elle. « 240 000. Moteur rénové il y a 50 000, selon Robert. Le camion fonctionnait parfaitement, faisant la ligne Saint-Étienne-du-Bois-Strasbourg avec des grumes. Puis un jour, en revenant à vide de Münster, il a commencé à s'étouffer en montant la côte. Robert s'est arrêté sur le bas-côté, a éteint le moteur pour le laisser refroidir. Quand il a essayé de le redémarrer, rien. Ils l'ont remorqué jusqu'ici et le défilé a commencé. Marina monta dans la cabine. L'intérieur sentait le moisi et la vieille cigarette. Sur le tableau de bord, plusieurs voyants d'avertissement étaient allumés, même avec la clé coupée. Signe que la batterie était connectée, mais que quelque chose dans le système était complètement déréglé. Elle tourna la clé jusqu'à la position de contact sans démarrer. Silence total, aucun clic du relais de démarrage, aucun bourdonnement de la pompe à carburant, rien. « Les autres, qu'ont-ils fait ?» demanda Marina depuis la cabine. Gérard s'approcha, s'appuyant sur le marchepied. « Ah, de tout !»
Ils ont changé la batterie, l'alternateur, le démarreur, testé l'unité de commande électronique, dépensé près de 4 000 € pour une nouvelle UCE. Vous y croyez? Rien. Ils ont revu toute la partie électrique, refait les faisceaux, changé les fusibles, les relais. L'ingénieur en question est resté 3 jours ici avec un ordinateur portable connecté, disant qu'il y avait un problème de communication avec les modules. Il a abandonné sans vraiment expliquer. Marina descendit de la cabine et ouvrit le capot. Le moteur de 1600 cm3, 16 litres de pure ingénierie suédoise, était là comme un cœur silencieux. Trop propre. Elle fronça les sourcils. Ils ont nettoyé le moteur. Didier a tout nettoyé. Il a dit qu'il fallait voir s'il y avait un fil coupé, un connecteur desserré. Il a passé 3 jours là-dessus. Et après qu'il l'ait nettoyé, ils ont essayé de le démarrer. Bien sûr, il est resté mort. Marina passa les doigts sur le câblage, vérifia les connecteurs, analysa le routage des câbles. Tout semblait professionnel, organisé, correct. Elle se pencha pour voir la partie inférieure où se trouvaient les filtres et le réservoir d'AdBlue, l'additif d'urée que les camions modernes utilisent pour réduire les émissions. « Le personnel a-t-il vérifié l'AdBlue » demanda-t-elle. « Ah, ça, c'était l'une des premières choses. C'était vide, ils l'ont rempli. Mais ce n'est pas ça, car ces nouveaux camions démarrent même sans AdBlue. Ils se contentent de se plaindre sur le tableau de bord. » Marina se leva, s'essuya les mains sur sa combinaison. Son regard parcourut chaque centimètre du moteur à nouveau, mais cette fois plus lentement, comme quelqu'un qui lit un livre au lieu de le parcourir des yeux. « Puis-je rester un moment seul avec lui ?» demanda-t-elle. Gérard rit, mais avec moins de sarcasme cette fois-ci. « Jeune femme, vous pouvez passer la semaine si vous voulez, personne ne vous dérangera. Ne vous attendez pas à un miracle, d'accord? Des gens bien plus préparés que vous. » Il laissa la phrase en suspens. Marina ne répondit pas. Elle était habituée à terminer mentalement ses phrases. Des gens bien plus préparés que vous ont déjà essayé et ont échoué. Le sous-entendu était toujours le même. Et vous, une femme, pensez-vous que vous allez y arriver? Les 2 mécaniciens qui étaient à l'ombre s'approchèrent lorsque Gérard retourna à l'atelier. L'un d'eux, mince avec une casquette Total Energies, cracha par terre. « Alors, ma petite, tu vas faire une incantation pour le camion, dire quelques prières ?» L'autre, plus âgé, ventripotent, laissa échapper un rire rauque. « Laisse-la, Claude. Quand elle en aura marre de regarder le moteur, on lui expliquera qu'il faut des outils, pas du parfum. » Marina les fixa directement. « Vous deux, vous avez essayé de réparer ce camion ?» Claude se frappa la poitrine. « J'ai passé 2 semaines ici, j'ai changé tous les capteurs, j'ai fait dépenser de l'argent à Gérard pour rien. Et vous ?» Marina regarda le ventripotent. « J'ai juste aidé Antoine de la concession, mais j'ai vu tout ce qu'il a fait. Ce Volvo a un problème d'usine, ce ne peut être qu'un défaut que même Volvo ne sait pas expliquer. » « Donc aucun de vous n'a résolu le problème, » dit calmement Marina. « Et vous êtes là à me narguer d'essayer. » Le silence qui s'ensuivit fut rompu par le klaxon d'un camion entrant dans la cour. Les deux s'éloignèrent, murmurant quelque chose entre leurs dents. Marina reporta son attention sur le Volvo. Elle n'était pas venue à Saint-Étienne-du-Bois par hasard. L'histoire du camion impossible était parvenue à Mulhouse par l'intermédiaire d'une connaissance de son défunt père, un camionneur à la retraite nommé Monsieur Henry. Il avait raconté l'histoire avec cet éclat dans les yeux de ceux qui aiment un bon mystère mécanique. « Marina, si tu résous ce problème, tu te feras un nom dans toute la région. 23 mécaniciens, jeunes femmes. 23. Des gens parient que c'est surnaturel, que le camion a été maudit parce que Robert a écrasé quelqu'un sur la route. » Marina ne croyait pas aux malédictions. Elle croyait à l'électricité, à la combustion, à la physique, à la chimie. Chaque moteur avait une logique, et quand cette logique était brisée, il y avait toujours une cause rationnelle. Elle passa la main sur l'aile du Volvo, sentant le métal froid sous ses doigts.
Le soleil de l'après-midi commençait à laisser place à une brise plus fraîche, typique du Grand Est en automne. Les arbres autour de la ferraille, des pins de la forêt de la Harde, qui donnaient leur nom à la scierie de Robert, se balançaient doucement. Marina ouvrit à nouveau la cabine et s'assit sur le siège conducteur. Il était confortable, réglable, avec toutes les commandes à portée de main. Un bon camion bien entretenu qui méritait de reprendre la route. Elle ferma les yeux et essaya d'imaginer la scène. Robert, conduisant, revenant de Münster, montant la côte, le moteur s'étouffant, la décision de s'arrêter, l'arrêt, et puis rien. Quelque chose dans cette séquence la dérangeait. Elle revint au moteur, cette fois avec une lampe de poche qu'elle avait trouvée dans la cabine. Elle éclaira chaque recoin, chaque connexion, chaque collier de serrage. Le moteur était trop propre, et c'était un problème. Lorsque Didier avait tout nettoyé pour chercher des défauts, il avait potentiellement éliminé des indices importants. Saleté, traces d'huile, signes de chaleur excessive. Tout cela racontait une histoire. Et maintenant, cette histoire avait été effacée. « Vous êtes toujours là, jeune femme ?» La voix de Gérard lui fit lever la tête. Il apportait une bouteille de café dans une vieille thermos et 2 gobelets en plastique. « J'ai pensé que vous pourriez vouloir un petit café. Il va faire nuit bientôt. » Marina accepta le gobelet. Le café était fort, amer, parfait. « Monsieur Gérard, vous étiez là quand le camion est arrivé remorqué ?»« Oui, pourquoi ?» Robert a-t-il commenté quelque chose de spécifique, un détail de ce qui s'est passé avant qu'il ne s'arrête? Gérard se gratta la barbe clairsemée, pensif. Il était un peu nerveux, je me souviens. Il a dit que le camion n'avait jamais eu de problème, qu'il avait fait une révision complète 3 mois auparavant. Il a commenté qu'il avait trouvé étrange qu'il s'étouffe, mais qu'aucun voyant d'injection ne s'était allumé. Vous savez, ce petit voyant moteur. Il a juste perdu de la puissance progressivement. Et après s'être arrêté, il a essayé de redémarrer plusieurs fois, ou juste une. Je pense qu'il a essayé 3, 4 fois. Puis il a abandonné et a appelé la dépanneuse. Marina but une autre gorgée de café, traitant l'information. Un moteur qui s'étouffe progressivement sans allumer d'alerte d'injection, et qui ensuite ne donne aucun signe de vie lors de la tentative de démarrage. Les 23 mécaniciens s'étaient concentrés sur le « ne démarre pas ». Mais, et si le vrai problème avait commencé avant, avec le « s'étouffe ». Monsieur Gérard, quelqu'un a-t-il vérifié l'historique complet d'entretien? Par exemple, qu'est-ce qui a été fait exactement lors de cette révision il y a 3 mois? Robert a apporté des papiers, mais je ne sais pas où ils sont. Ça doit être dans le tiroir du bureau. Pourquoi? Vous pensez que ça a un rapport? Peut-être. Puis-je y jeter un œil demain? Bien sûr, jeune femme. Mais écoutez. Gérard baissa la voix, presque gentiment. Ne gardez pas trop d'espoir, d'accord? Ce camion a déjà humilié beaucoup de bonnes personnes. Il n'y a aucune honte à abandonner. Marina lui rendit le gobelet vide. Je ne suis pas venu ici pour abandonner, monsieur Gérard. Je suis venu pour comprendre. Quand elle quitta la cour, il faisait déjà sombre. Les lumières de la ville s'allumaient au loin. L'odeur de sciure des scieries voisines embaumait l'air. Marina démarra sa Savero 2012, achetée avec des économies de plusieurs années passées à travailler dans des ateliers où elle était toujours la seule femme. Tandis qu'elle rentrait à la pension où elle logeait, son esprit travaillait déjà sur les possibilités. 23 mécaniciens, 23 personnes qui avaient regardé ce moteur, testé des composants, remplacé des pièces et étaient repartis vaincus. Mais aucun d'eux n'était elle. Et s'il y avait quelque chose que Marina avait appris dans les chemins difficiles de la vie, portant le nom de son père décédé et la détermination de sa mère qui avait élevé seule une fille, c'était que la réponse se trouvait presque toujours là où personne d'autre ne cherchait. Si vous aimez les histoires de dépassement, où la compétence l'emporte sur les préjugés, abonnez-vous à la chaîne. Il y a beaucoup plus à venir, et des personnes de bon cœur comme vous méritent de suivre chaque chapitre de ce voyage. Le silence qui parle Marina se réveilla avant le lever du soleil.
La pension de Madame Irène, une vieille maison au centre de Saint-Étienne-du-Bois, avait cette odeur de café filtré et de pain maison qui rendait n'importe quel endroit accueillant. Elle descendit à la cuisine et trouva la propriétaire déjà en train de préparer le petit déjeuner. « Bonjour, ma fille. Bien dormi ?»« Bonjour, Madame Irène. Oui, j'ai bien dormi. Merci. » La dame, la soixantaine, les cheveux blancs attachés en chignon, s'essuyait les mains sur son tablier brodé. « J'ai su que vous essayiez de réparer ce Volvo de la ferraille de Gérard. Toute la ville en parle déjà. » Marina soupira. « Petite ville, les nouvelles circulent vite ici, n'est-ce pas? Ah, ma fille, Saint-Étienne-du-Bois a beau avoir grandi avec les scieries, au fond, tout le monde se connaît encore. Et écoutez, je vous souhaite de réussir, voyez-vous? Il est temps que ces hommes apprennent que les femmes s'y connaissent en mécanique autant qu'eux. » Madame Irène servit une tasse de café fumant et posa sur la table des pains, de la confiture de myrtille et du fromage Münster. « Mon défunt mari était mécanicien, continua-t-elle, s'asseyant pour lui tenir compagnie. Il a travaillé 30 ans à l'atelier de Silvaco. Il est mort il y a 5 ans. Il disait toujours que les meilleurs mécaniciens n'étaient pas ceux qui avaient le plus de force, mais ceux qui avaient le plus de patience pour écouter ce que la machine disait. » Marina sourit, se souvenant de son propre père qui disait quelque chose de similaire. « C'est vrai. Un moteur parle. Il faut juste connaître sa langue. Alors, vous allez y arriver, ma fille, j'en suis convaincu. » À 7 heures du matin, Marina était déjà dans la cour de la ferraille. Gérard arriva 15 minutes plus tard, surpris de la voir si tôt. « Tiens, je pensais que vous alliez dormir plus tard. La grande ville n'est pas habituée à se lever si tôt. » Mulhouse n'est pas si grande, monsieur Gérard. Et un mécanicien qui dort tard ne trouve pas de travail. Il rit et ouvrit complètement le portail. « Je vais chercher les papiers d'entretien que vous avez demandés hier. C'est un désordre là-bas au bureau, mais je vais trouver. » Pendant que Gérard cherchait, Marina retourna au Volvo. Cette fois, elle avait apporté sa propre boîte à outils, modeste comparée à l'équipement que les autres mécaniciens avaient apporté. Mais chaque pièce là-dedans avait une histoire. Le tournevis Philips, qui avait appartenu à son père, le multimètre qu'elle avait acheté avec son premier salaire, le stéthoscope automobile, un outil simple mais précieux pour écouter les bruits internes du moteur. Elle commença par vérifier les bases, que n'importe quel mécanicien vérifierait, mais avec une attention redoublée aux détails que d'autres auraient pu considérer comme insignifiants. Batterie à 12, 4V, charge adéquate. Câble de batterie propre, bien fixé, sans corrosion. Tous les fusibles étaient intacts, certains évidemment neufs, probablement remplacés par les mécaniciens précédents. Marina tourna la clé en première position. Les voyants du tableau de bord s'allumèrent, plusieurs d'entre eux, témoins moteur, témoins AdBlue, ABS, frein à main. Mais lorsqu'elle tourna la clé en position de contact complet, s'attendant à entendre le clic caractéristique du relais de démarrage, elle n'entendit qu'un son faible, presque imperceptible, venant de quelque part sous le tableau de bord. Elle prit le stéthoscope automobile et commença à investiguer. Elle plaça la pointe métallique à différents endroits. Relais de démarrage, centrale de fusible, connecteurs principaux. Le son était là. Un bourdonnement très faible et irrégulier, comme si quelque chose essayait de fonctionner, mais n'y parvenait pas. « Trouvé !» Gérard apparut avec un dossier marron déjà jauni sur les bords. Tout est cela. Note de la dernière révision. Rapport d'entretien des 2 dernières années. » Marina prit le dossier et commença à lire. La révision d'il y a 3 mois, effectuée au concessionnaire Volvo de Mulhouse, par coïncidence la même ville où elle habitait, comprenait le changement d'huile, des filtres, le nettoyage du système d'injection, le calibrage électronique et, là, ça y était. Mise à jour du logiciel du module de gestion moteur, version 2, 4A2, 7. Elle relut la ligne 3 fois. « Monsieur Gérard, après cette révision, combien de temps le camion a-t-il roulé normalement ?»
Gérard réfléchit, comptant sur ses doigts. Je crois que c'était environ 2 mois plus ou moins. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis à jour le logiciel du moteur et 2 mois plus tard, il a cessé de fonctionner. Mais Antoine, qui travaille là-bas à la concession, a été l'un de ceux qui ont essayé de le réparer. Si c'était un problème de mise à jour, il le saurait. Marina se mordit la lèvre, pensive. Bonne question. Un mécanicien de concession devrait connaître les procédures de mise à jour mieux que quiconque, à moins que... Monsieur Gérard, Antoine travaille-t-il dans la partie mécanique ou électronique? Mécanique, il est bon pour les moteurs, les changements d'embrayage, ces choses-là. Voilà, c'était la première vraie piste. Antoine était mécanicien, pas électricien ni programmeur de centrales électroniques. Il pouvait avoir des connaissances de base en électronique, mais les mises à jour logicielles étaient le territoire des spécialistes. Et cet ingénieur qui est venu de Joinville, je ne sais pas exactement ce qu'il faisait. Je sais seulement qu'il est resté environ 3 jours avec un ordinateur portable connecté, a dit beaucoup de choses techniques que personne n'a comprises et est parti en disant qu'il y avait une incompatibilité de protocole ou quelque chose comme ça. Incompatibilité de protocole. Marina sentit un frisson dans le dos. Cela pouvait signifier que différents modules électroniques du camion ne parvenaient pas à communiquer. Et si la mise à jour logicielle avait causé un conflit? Elle retourna à la cabine, cette fois avec l'ordinateur portable qu'elle avait apporté. C'était un modèle ancien, mais il contenait les logiciels de diagnostic de base qu'elle avait réussi à pirater au fil des ans. Des outils coûteux que les concessionnaires utilisaient, mais que les mécaniciens indépendants pouvaient rarement se permettre. Elle connecta le câble de diagnostic au port OBD du Volvo et attendit. L'écran de l'ordinateur portable clignota, tenta d'établir la communication et échoua. Erreur. Impossible d'établir la connexion avec l'UCE. Elle réessaya, même erreur. C'était étrange, très étrange. L'UCE, ou unité de commande électronique, était le cerveau du camion. Si elle ne pouvait même pas s'y connecter, cela signifiait que soit l'unité était complètement morte, soit quelque chose bloquait la communication. Marina déconnecta le câble et vérifia les broches du connecteur OBD, propres, sans dommage. Elle testa la continuité avec le multimètre. Tout était OK. Le problème ne venait pas du connecteur physique. Elle retourna au moteur, cette fois avec une détermination différente. Si l'UCE ne communiquait pas, il fallait qu'elle découvre pourquoi. Elle localisa l'UCE elle-même, une boîte métallique montée près du moteur, protégée mais accessible. Elle était fermement fixée, les connecteurs verrouillés. Avec précaution, Marina déconnecta le connecteur principal de l'UCE, un bloc de 50 broches, certaines fines comme des cheveux. Elle examina chaque broche sous la lumière du matin qui entrait maintenant fortement dans la cour. Aucun signe de brûlure, de corrosion ou de dommage. Elle se connecta au module suivant, le BCM ou module de commande de carrosserie, puis l'ABS, puis le module de transmission un par un, vérifiant les connecteurs, cherchant des signes de dommages, de brûlure, d'infiltration d'eau, rien. À 10 heures du matin, Claude et le mécanicien ventripote, que Marina découvrit s'appeler Jean, arrivèrent pour leur service. Ils observèrent de loin, chuchotant entre eux, jusqu'à ce que Claude s'approche. « Alors, tu as déjà découvert que c'est une perte de temps ?» Marina ne leva même pas la tête, occupée à vérifier la connexion du capteur de rotation du moteur. « J'ai découvert que vous avez tous sauté des étapes de diagnostic de base. » Jean fit un pas en avant, offensé. « Comment ça? Des étapes de base? Je travaille avec des camions depuis 20 ans, jeune femme. Et en 20 ans, vous n'avez jamais appris à suivre une séquence logique de vérification, répondit Marina, le regardant finalement. Si vous aviez vérifié l'historique d'entretien avant de changer des pièces, vous auriez vu la mise à jour logicielle. Mise à jour logicielle? Claude rit. Ça n'a rien à voir. Un logiciel ne fait pas qu'un moteur ne démarre pas. Si, quand la mise à jour génère un conflit entre les modules électroniques, un camion moderne,
surtout un Volvo, est pratiquement un ordinateur sur roue. Si les modules ne communiquent pas entre eux, le moteur n'essaie même pas de démarrer. Jean cracha par terre. D'accord, madame la professeure. Alors expliquez-moi, si c'est un problème de logiciel, pourquoi Antoine de la concession n'a pas résolu le problème? Pourquoi l'ingénieur n'a pas résolu? Marina se leva, s'essuyant les mains. Aucun d'entre eux n'a compris que le problème n'est pas dans la mise à jour en elle-même, mais dans quelque chose que la mise à jour a activé ou désactivé. Et vous, au lieu d'enquêter, vous avez changé des pièces physiques, essayant de résoudre un problème numérique. Le silence qui s'ensuivit fut tendu. Claude ouvrit la bouche pour répondre, mais Gérard apparut avant. « Eh les gars, venez m'aider à décharger ce camion de pièces qui est arrivé là-bas. Laissez la jeune femme travailler en paix. » Ils grommelèrent, mais partirent. Gérard resta derrière et, à voix basse, dit à Marina, « Vous cherchez les ennuis, jeune femme. Ces deux-là n'aiment pas qu'on leur donne tort, surtout par une femme. » « Je sais, monsieur Gérard, mais si je reste tranquille, ils continueront de me traiter comme si je ne savais rien. Je préfère qu'ils me respectent pour mes connaissances, plutôt que pour ma gentillesse. » Il acquiesça, comprenant. « Ton père serait fier de toi. » La phrase prit Marina par surprise. Ses yeux piquèrent, mais elle cligna rapidement des paupières, écartant toute menace de larmes. « Comment savez-vous pour mon père ?»« Parce que j'ai demandé. Quand une jeune femme apparaît seule, voulant réparer un camion que 23 hommes n'ont pas réussi, je suis curieux. J'ai appelé une de mes connaissances à Mulhouse, monsieur Henry. Il m'a parlé de ton père, de la façon dont tu as appris la mécanique dans les parcs de transport, de ta mère, des gens de valeur, Marina. Des gens de valeur. Marina sentit sa poitrine se serrer. Elle n'était pas habituée à ce genre de reconnaissance. Pas ici, pas parmi des inconnus. Merci, monsieur Gérard. Maintenant, dites-moi une chose en toute sincérité. Vous croyez vraiment que vous pouvez réparer ce Volvo? Elle regarda le camion, cette machine imposante qui était devenue un symbole de défaite pour tant d'autres. Je pense que oui, mais j'aurai besoin de temps et de patience. Du temps, vous en avez. La patience? Eh bien, cela dépendra de combien Claude et Jean vont vous importuner. Marina retourna au travail. Elle passa le reste de la matinée et une partie de l'après-midi à faire des tests électriques, vérifier les tensions, mesurer les résistances, chercher toute anomalie dans les circuits. Elle trouva de petites incohérences. Un relais qui répondait plus lentement qu'il ne le devrait, un capteur avec une lecture légèrement en dehors de la plage idéale, mais rien qui n'expliqua le manque total de communication avec l'UCE. À 16 heures, frustrée mais non vaincue, elle décida de changer de stratégie. Si elle ne pouvait pas communiquer avec l'UCE numériquement, elle allait essayer de comprendre ce qui s'était passé physiquement au moment de la panne. Marina prit le téléphone et appela le concessionnaire Volvo de Mulhouse. Elle connaissait quelques personnes là-bas, de l'époque où elle travaillait dans un atelier voisin. « Allô, Volvo Mulhouse. Bonjour. Bonjour, puis-je parler au service d'entretien? C'est au sujet d'une mise à jour logicielle qu'ils ont faite sur un FH16 immatriculé. » Elle lut l'immatriculation sur le document. « Un instant, s'il vous plaît. » Après quelques minutes, une voix masculine répondit. « Paul Henry, mise à jour logicielle. Oui? Bonjour Paul, tout va bien? Je m'appelle Marina, je suis mécanicienne à Mulhouse. J'ai une situation ici à Saint-Étienne-du-Bois. Vous avez fait une mise à jour logicielle sur un FH16 immatriculé X-Ibius Z234 il y a environ 3 mois. Vous l'avez mis à jour de la version 2. 4 à 2. 7. Ce camion présente un problème de communication avec l'UCE. Savez-vous si cette version a fait l'objet d'un rappel, d'un problème connu? Il y eut une pause. FH16. Laissez-moi vérifier ici dans le système. Immatriculation X, Ibius, Z234. Ah, oui, c'est ici. Mise à jour effectuée le 15 janvier. Attendez, je vais vérifier s'il y a une notification technique concernant la version 2. 7. Marina attendit, le cœur battant. Ça pourrait être ça.
Il pourrait être que la mise à jour est un bug connu qui causait exactement le problème qu'elle rencontrait. Marina, je vois ici que la version 2.7 a bien eu un problème signalé. Mais ce n'est pas ce que vous décrivez. C'était un problème de consommation accrue d'AdBlue déjà corrigé dans la version 2.8. Mais communication avec l'UCE, il n'y a rien d'enregistré à ce sujet. Le cœur de Marina ralentit, mais elle n'abandonna pas. Et si je voulais faire un downgrade, revenir à la version 2.4, est-ce possible? Techniquement oui, mais ce n'est pas recommandé. La 2.7 a corrigé plusieurs problèmes d'émission et de performance. S'il y a un problème de communication, il est plus probable que ce soit du matériel, pas du logiciel. Avez-vous déjà vérifié les connecteurs, l'UCE elle-même? Tout est OK physiquement. Alors, c'est vraiment étrange. Écoutez, si vous voulez, je peux vous passer le superviseur technique. Il a plus d'expérience avec ces cas difficiles. Oui, ce serait bien, merci. Marina nota le numéro de contact du superviseur et raccrocha. Une autre piste qui ne menait nulle part, mais elle n'allait pas abandonner. Quelque chose n'allait pas avec ce camion, et elle allait découvrir quoi. Quand le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de Saint-Étienne-du-Bois de teintes oranges et violettes, Marina s'arrêta finalement pour respirer. Elle était sale, fatiguée et, apparemment, pas plus proche de la solution que lorsqu'elle était arrivée. Mais en rangeant ses outils, elle sentit quelque chose de différent. Ce n'était pas de la frustration, c'était de la détermination. Ce Volvo avait vaincu 23 mécaniciens, mais chacun d'eux avait abandonné. Elle n'allait pas faire de même, car Marina avait appris sur les routes difficiles de la vie que la victoire n'était pas de ne jamais tomber, c'était de se relever à chaque fois qu'on tombait, et elle était toujours debout. L'erreur que personne n'avait vue, le 3e jour, commença différemment. Marina se réveilla à 5 heures du matin avec une idée qui l'avait tirée du sommeil. Elle s'habilla rapidement, prit le café que Madame Irène laissait toujours prêt dès le matin, et se rendit directement à la ferraille. Gérard n'était pas encore arrivé, mais il lui avait donné une copie de la clé du portail. Marina entra dans la cour silencieuse, où le Volvo l'attendait sous la faible lumière du matin. La gelée couvrait légèrement le capot du camion, créant des dessins délicats qui disparaîtraient bientôt avec le soleil. Elle n'alla pas directement au moteur. Au lieu de cela, elle retourna à la cabine avec une mission spécifique, réviser absolument tout ce que les mécaniciens précédents avaient fait, cherchant non pas ce qu'ils avaient trouvé, mais ce qu'ils avaient supposé. Marina savait par expérience que les plus grandes erreurs de diagnostic automobile ne venaient pas d'un manque de connaissances techniques, mais de prémices incorrectes. Quelqu'un suppose que la batterie est bonne parce qu'elle a 12 V. Quelqu'un suppose qu'un nouveau composant ne peut pas être défectueux. Quelqu'un suppose que parce que quelque chose a toujours fonctionné d'une certaine manière, il continuera à fonctionner. Elle commença par la batterie, même si elle l'avait déjà testée auparavant. Mais cette fois, elle ne testa pas seulement la tension au repos. Elle testa la tension pendant la tentative de démarrage. Elle connecta le multimètre directement aux bornes et tourna la clé. La tension chuta de 12,4 à 9,8 V. Instantanément, Marina fronça les sourcils. Une chute à 9,8 V était significative, mais pas suffisante pour empêcher le démarrage. La plupart des démarreurs fonctionnaient bien, avec une tension supérieure à 9 V, mais il y avait quelque chose d'étrange là. La chute était trop rapide, trop brusque. Elle déconnecta la batterie et l'emmena à l'atelier de Gérard, où il y avait un testeur de charge. Elle appliqua la charge de test standard et la batterie ne la tint pas. La tension chuta à moins de 8 V en quelques secondes. Mauvaise batterie. Mais attendez, les autres mécaniciens avaient déjà changé la batterie. Elle vérifia l'étiquette. C'était une batterie neuve Moura, moins de 6 mois d'utilisation. Comment pouvait-elle être mauvaise? La réponse vint rapidement, parce qu'elle avait été déchargée et rechargée pendant des mois. Chaque fois que quelqu'un essayait de démarrer, la batterie se déchargeait un peu plus. Chaque fois qu'il connectait un chargeur, elle acceptait la charge, mais sans récupérer sa capacité réelle. C'était ce qu'on appelait une batterie sulfatée.
Elle était chargée en surface, mais morte à l'intérieur. Marina secoua la tête. Ce n'était pas le problème principal, mais cela y contribuait. Une batterie faible pouvait causer des chutes de tension qui perturberaient l'électronique du camion. Elle avait besoin d'une bonne batterie pour éliminer cette variable. Quand Gérard arriva vers 7h30, Marina était déjà de retour au Volvo avec une nouvelle batterie. Elle l'avait achetée avec son propre argent dans un magasin de pièces détachées qui ouvrait à 6h du matin. « Bonjour Marina. Tiens, une nouvelle batterie, mais il y avait déjà une batterie neuve là. » « Oui, mais elle était sulfatée, elle ne tenait pas bien la charge. »« Mais tu as acheté avec ton argent, jeune femme. Si tu ne réussis pas à réparer, tu perdras la batterie. » Marina haussa les épaules en installant la nouvelle batterie. « Si je ne réussis pas à réparer, la batterie sera le moindre de mes problèmes. » Avec la nouvelle batterie installée, elle répéta tous les tests électriques. La tension se maintenait maintenant stable, à 12, 6 V, même pendant la tentative de démarrage. Bon, variable éliminée, mais le camion restait mort. Marina s'assit sur le marchepied du Volvo, regardant le moteur. Pensez, 23 mécaniciens. Ils ont changé la batterie, l'alternateur, le démarreur, l'unité de commande électronique, les capteurs, les relais, les fusibles. Ils ont nettoyé tout le moteur. Connecter des scanners professionnels. Un ingénieur a passé 3 jours avec un ordinateur portable connecté et aucun d'entre eux n'a réussi à faire que le camion donne signe de vie. Ce qu'ils voyaient qui n'était pas, ou plutôt ce qu'ils ne voyaient pas qui aurait dû être là. Marina ferma les yeux et essaya de se mettre à la place de Robert, le propriétaire du camion. Revenant de Munster, montant la côte, le moteur s'étouffe. Il s'arrête sur le bas-côté, éteint le moteur, essaie de redémarrer. Rien. Attends. Éteins le moteur. Quelque chose dans cette phrase la dérangeait. Elle ouvrit les yeux et regarda le tableau de bord du Volvo. Quand on éteint un camion moderne, on n'éteint pas seulement le moteur, on éteint tout le système électrique dans une séquence programmée. L'UCE effectue une série de vérifications, enregistre des données, prépare le système pour le prochain démarrage. Et si quelque chose dans cette séquence d'arrêt avait mal tourné? Marina se rendit à l'atelier de Gérard et emprunta le téléphone. Elle appela à nouveau le concessionnaire, cette fois en demandant à parler directement au superviseur technique que Paul-Henri avait mentionné. « Allô, Michel Duval, superviseur technique. » « Bonjour Michel, je m'appelle Marina, je suis mécanicienne. Paul m'a donné vos coordonnées. J'ai un FH16 qui ne démarre pas et je pense que le problème pourrait être lié à la séquence d'arrêt de l'UCE. Connaissez-vous des cas où l'UCE se bloque en mode sécurité après un arrêt d'urgence ?» Michel resta silencieux un instant. « Mode sécurité. Vous parlez d'un arrêt de protection ?»« Oui. Comme quand le moteur détecte une panne critique et s'arrête de lui-même pour éviter des dommages. Ces camions ont plusieurs niveaux de protection. S'ils détectent une surchauffe, une faible pression d'huile, des problèmes dans le système d'émission, il peut effectivement passer en mode sécurité. Lorsque cela se produit, l'UCE bloque le démarrage jusqu'à ce que la panne soit corrigée et que le code d'erreur soit effacé. Le cœur de Marina commença à s'accélérer. Et si l'erreur est effacée, mais que l'UCE ne quitte pas le mode sécurité? Alors, vous avez un problème. Théoriquement, ça ne devrait pas arriver, mais j'ai déjà vu des cas où l'UCE reste bloqué même après avoir effacé les codes. Dans ces cas, il faut faire un reset complet de l'UCE, parfois même la reprogrammer. Comment fait-on ce reset complet? Il y a une procédure spécifique. Ce n'est pas juste déconnecter la batterie, ce que la plupart font. Vous devez déconnecter la batterie, connecter les câbles positifs et négatifs entre eux, pour décharger complètement les condensateurs de l'UCE, attendre au moins 15 minutes, puis tout reconnecter dans la séquence correcte. Et il faut le faire avec la clé dans la bonne position également. Marina notait frénétiquement. Position correcte de la clé? Coupée mais non retirée, elle doit être en première position. Si vous retirez la clé, certains modules ne se réinitialisent pas correctement.
Et après avoir reconnecté, comment sait-on si cela a fonctionné? L'UCE fera un autotest lorsque vous tournerez la clé. Si tout s'est bien passé, les voyants du tableau de bord s'allumeront dans une séquence spécifique. Tous ensemble d'abord, puis ils s'éteindront un par un et seule la lumière de pression d'huile restera allumée jusqu'à ce que le moteur démarre. Si la séquence ne se produit pas, le reset n'a pas fonctionné. Marina remercia et raccrocha. Ça pouvait être ça. Ça pouvait très bien être ça. Elle courut vers le Volvo. Claude et Jean étaient arrivés et prenaient de leur café, l'observant avec ce mélange de curiosité et de dédain. « Eh bien, tu n'as toujours pas abandonné » cria Jean. Marina ne répondit même pas. Elle alla directement à la batterie. Elle déconnecta d'abord le négatif, puis le positif. Elle prit un morceau de câble et connecta les deux bornes de la batterie entre elles, formant un court-circuit intentionnel qui déchargerait complètement les condensateurs de tous les modules électroniques du camion. Pendant qu'elle attendait les 15 minutes, elle revit tout ce qu'elle savait. Si la théorie était correcte, quand Robert s'est arrêté sur la côte et que le moteur s'est étouffé, et probablement un capteur a détecté une condition anormale, peut-être une température très élevée du système d'émission ou une chute momentanée de pression d'huile dans la montée raide. L'UCE est passé en mode protection et a coupé le moteur. Robert, sans le savoir, a essayé de redémarrer, mais l'UCE était bloqué en mode sécurité, refusant de permettre le démarrage. Quand le camion est arrivé à la ferraille et que les mécaniciens ont commencé à travailler, ils ont vu tous les symptômes. Pas de communication avec l'UCE, démarreur qui ne s'active pas, tableau de bord mort, et ont supposé que c'était un problème de composants physiques. Ils ont changé des pièces, nettoyé des connexions, remplacé des modules, mais personne n'a pensé à faire un reset complet de l'UCE, parce qu'après tout, pourquoi réinitialiser quelque chose avec lequel on ne peut même pas communiquer? Les 15 minutes passèrent lentement. Marina regarda sa montre. Il restait 2 minutes. Claude s'approcha. « Qu'est-ce que tu fais avec ces câbles-là ?»« Reset de l'UCE. » Il rit, incrédule. « Jeune femme, s'il suffisait de réinitialiser, Antoine l'aurait fait. Il travaille à la concession, il connaît toutes ses astuces. Il connaît l'astuce de déconnecter la batterie pendant 5 minutes, mais ce reset a besoin de 15 minutes avec les câbles en court-circuit pour décharger les condensateurs. Condensateurs? Jean s'approcha également. Quel condensateur? Tous les modules électroniques ont des condensateurs internes qui maintiennent la mémoire volatile. Si vous déconnectez seulement la batterie, il conserve la charge assez longtemps pour que l'UCE ne se réinitialise pas complètement. C'est pourquoi il faut court-circuiter les câbles pour forcer la décharge. Les deux se regardèrent. Marina vit dans leur regard la première étincelle de respect sincère, ou peut-être était-ce juste de la curiosité pour voir si elle avait raison. Quand le temps fut écoulé, Marina retira le câble de court-circuit et reconnecta soigneusement la batterie. D'abord le positif, puis le négatif. Elle monta dans la cabine et tourna la clé en première position, sans démarrer. Elle attendit. Le tableau de bord du Volvo alluma toutes les lumières simultanément. Marina retint sa respiration, puis, une à une, les lumières commencèrent à s'éteindre. Témoin moteur s'éteignit, AdBlue s'éteignit, ABS s'éteignit, batterie s'éteignit. Il ne resta que le voyant de pression d'huile, exactement comme Michel l'avait décrit. Tremblant légèrement, Marina tourna la clé en position de démarrage. Le démarreur s'activa. Le son résonna dans la cour comme un coup de tonnerre. Claude et Jean firent un bond. Gérard, qui était dans l'atelier, sortit en courant, mais le moteur ne démarra pas. Il tourna, et rien. Marina relâcha la clé, frustrée, mais pleine d'espoir. Pour la première fois en 7 mois, le démarreur avait fonctionné, le système électrique répondait, l'UCE était vivante. Le problème était maintenant ailleurs. Pourquoi le moteur tournait-il, mais ne démarrait-il pas? Elle descendit de la cabine, le cœur toujours battant. Gérard arriva, essoufflé. « Marina, le démarreur a fonctionné. »« Oui, monsieur Gérard, mais le moteur ne démarre toujours pas.
Mais c'est un progrès, c'est plus que ce que 23 ont réussi. Claude et Jean étaient silencieux, regardant le Volvo comme si c'était la première fois qu'ils le voyaient. Marina profita du moment. Quelqu'un n'a-t-il vérifié si le gazole arrive aux injecteurs? Silence. Quelqu'un a-t-il testé la pompe haute pression? Plus de silence. Quelqu'un a-t-il vérifié le filtre à carburant s'il n'est pas bouché ou s'il y a de l'air dans le système? Jean se gratta la barbe. On a supposé que c'était un problème électrique parce que le démarreur ne fonctionnait pas. Exactement, dit Marina, sans ton accusateur, juste une constatation. Vous avez supposé. Et quand vous supposez, vous arrêtez d'enquêter. Elle ouvrit à nouveau le capot et localisa le filtre à carburant. C'était un ensemble double avec un filtre primaire et un secondaire. Elle déconnecta le tuyau de sortie du filtre secondaire et demanda à Gérard « Pouvez-vous tourner la clé juste pour activer le démarreur? Pas besoin de maintenir, juste un coup. » Gérard monta dans la cabine et fit comme demandé. Le démarreur tourna et du filtre à carburant sortit un faible jet de gazole mélangé à de la mousse, de l'air dans le système. Marina sourit. C'était quelque chose de si basique, de si fondamental, que personne n'avait vérifié parce que tout le monde était concentré sur le problème électrique. « Monsieur Gérard, pouvez-vous me trouver une pompe d'amorçage manuelle? J'en ai une ici à l'atelier, je la porte tout de suite. » En attendant, Marina expliqua à Claude et Jean, qui semblaient maintenant sincèrement intéressés. Quand un système d'injection diesel moderne reste trop longtemps à l'arrêt, surtout si quelqu'un touche au filtre ou aux conduites de carburant, de l'air peut y pénétrer. Cet air crée des bulles qui empêchent le gazole d'arriver avec une pression suffisante aux injecteurs. Le moteur tourne mais ne démarre pas parce qu'il n'y a pas de carburant qui brûle à l'intérieur des cylindres. « Mais on n'a pas touché au carburant, » protesta Jean. « Pas besoin de le faire directement. Si vous avez déconnecté la batterie plusieurs fois, la pompe électrique à carburant a cessé de fonctionner. Chaque fois que vous la reconnectiez, elle essayait de pomper le gazole. Mais s'il y avait de l'air, elle ne faisait que pomper de l'air. Ça s'est accumulé. » Gérard revint avec la pompe manuelle, un outil simple, un cylindre en plastique avec une valve qui se connectait au filtre à carburant et permettait de pomper le gazole manuellement jusqu'à éliminer tout l'air du système. Marina connecta la pompe et commença à l'actionner. Au début, il y eut de la mousse, puis du gazole avec des bulles, puis enfin du gazole pur sans air. « Voilà, » dit-elle. « Maintenant, oui. » Elle reconnecta tout, ferma le capot et monta dans la cabine. Gérard, Claude, Jean et même 2 autres employés de la ferraille s'approchèrent, formant un demi-cercle autour du Volvo. Marina tourna la clé. Le démarreur s'activa 1 fois, 2 fois, 3. Puis, avec un rugissement profond qui fit trembler le sol, le moteur de 16 litres et 600 chevaux prit vie. La cour explosa en cris. Gérard sauta. Jean applaudit. Claude resta bouche bée. Marina, les larmes aux yeux qu'elle essaya en vain de dissimuler, accéléra légèrement, et le ronronnement du moteur emplit chaque recoin de cette ferraille, qui avait été pendant 7 mois le tombeau de 23 fiertés blessées. Elle laissa le moteur tourner quelques minutes, écoutant chaque battement, observant chaque indicateur du tableau de bord. Tout était normal. La température montait progressivement, la pression d'huile était stable, sans voyant d'avertissement. Quand elle coupa finalement le moteur et descendit de la cabine, Gérard l'embrassa. « Jeune femme, vous avez réussi. 23 n'y sont pas arrivés. Et vous, oui. » Claude s'approcha la tête basse. « Marina, je suis désolé. Désolé pour tout ce que j'ai dit. Vous êtes vraiment doué. » Jean s'excusa également, sincèrement cette fois. Marina accepta d'un signe de tête. Elle ne gardait aucune rancune. Elle comprenait. Le monde était ainsi. Les gens doutaient jusqu'à ce que vous prouviez. Et elle avait prouvé. Mais tandis que tous célébrèrent, Marina savait que la vraie victoire n'était pas le moteur qui fonctionnait. C'était ce que ce moteur en marche représentait, le prix de la compétence,
La nouvelle se répandit à Saint-Étienne-du-Bois plus vite que Marina n'aurait pu l'imaginer. Avant midi, 3 personnes s'étaient déjà présentées à la ferraille, voulant rencontrer la jeune femme qui avait réparé l'impossible Volvo. L'après-midi, un journaliste du journal local demanda une interview. Marina refusa poliment. Elle n'était pas là pour la gloire, mais pour le défi. Robert Martin, le propriétaire du camion, apparut en fin d'après-midi. C'était un homme grand, d'une 50aine d'années, aux mains épaisses de celui qui avait travaillé le bois toute sa vie. Ses yeux se sont embués de larmes lorsqu'il vit le Volvo fonctionner. « Je n'ai pas cru Gérard quand il m'a appelé, dit-il, la voix altérée. Ce camion était celui de mon père. Il a travaillé 30 ans comme débardeur. Il a économisé chaque centime pour acheter ce Volvo. Quand il est mort, il y a 2 ans, il me l'a laissé. J'allais le vendre quand il est tombé en panne, mais je n'y arrivais pas. C'était comme si je vendais sa mémoire, vous savez. » Marina hocha la tête, comprenant parfaitement. Elle savait ce que c'était de porter la mémoire d'un père dans un morceau de métal et de graisse. « Combien je vous dois ?» demanda Robert, sortant son portefeuille. « Rien. » Il cligna des yeux, surpris. « Comment ça, rien ? Vous avez réparé ce que 23 mécaniciens n'ont pas réussi ? Et M. Gérard avait déjà convenu avec moi que si je le réparais, il conserverait la différence du montant de la dette que vous avez envers lui. Je n'ai pas besoin d'être payé. J'avais besoin de prouver que je pouvais le faire. » Robert regarda Gérard, qui confirma d'un signe de tête. « Mais Marina, » intervint Gérard, « ce n'est pas juste. Vous méritez d'être payé pour votre travail. »« Oui, je le mérite, mais pas en argent. » Elle regarda Robert. « Pouvez-vous me faire une faveur? N'importe quoi. Quand les gens demanderont qui a réparé le camion, dites la vérité, que c'était une femme, qu'elle est venue de Mulhouse, a travaillé 3 jours et a résolu ce que personne n'y arrivait. Juste ça, juste la vérité. » Robert tendit la main et Marina la serra. Sa main englobait la sienne, mais la poignée était respectueuse, d'égal à égal. « Comptez sur moi. Et écoutez, si un jour vous avez besoin de bois pour construire quelque chose, n'hésitez pas à me contacter. J'ai une dette de gratitude envers vous. » Quand Robert partit, ramenant le Volvo à la vie qu'il méritait, Marina s'assit finalement sur un vieux banc de la cour et laissa l'épuisement la gagner. Gérard apporta du café et s'assit à côté d'elle. « Vous auriez dû faire payer, jeune femme. L'argent ne pousse pas sur les arbres. » « Je sais, mais il y a des choses plus précieuses que l'argent, monsieur Gérard. Le respect, la reconnaissance, la chance de prouver que le genre ne définit pas la capacité. Ça ne paie pas les factures à la fin du mois. » Marina sourit. « Non, mais ça ouvre des portes, et une porte ouverte vaut plus que de l'argent en poche. » Elle avait raison. Dans les jours suivants, les appels commencèrent à arriver. Une entreprise de transport à Mulhouse, qui avait un Scania avec un problème intermittent que personne ne parvenait à diagnostiquer. Un agriculteur à Obernai, avec un tracteur qui grillait son unité de commande électronique tous les 3 mois. Une compagnie de bus à Épinal, avec une flotte de Mercedes, présentant des défaillances dans le système de frein ABS. Marina répondait à chaque appel avec la même patience, notait les détails, planifiait les visites. En 1 semaine, elle avait plus de travail qu'elle ne pouvait en gérer seule. Mais l'histoire du Volvo apporta également des conséquences inattendues. 2 jours après avoir réparé le camion, Marina reçut un appel d'un numéro inconnu. « Allô, Marina, c'est Antoine de Volvo Mulhouse. Il faut qu'on parle. » Le ton n'était pas amical. Marina sentit son estomac se serrer. « Bonjour, Antoine. De quoi s'agit-il ?»« À propos de vous qui dites que la concession ne sait pas réparer les camions. Ça nuit à notre réputation. » »« Je n'ai jamais dit ça. Mais c'est implicite, n'est-ce pas? Vous avez réparé un camion que je n'ai pas réussi. Vous me faites passer pour un incompétent. » Marina inspira profondément, cherchant le calme. « Antoine, j'ai juste fait mon travail. Je n'ai pas dit de mal de vous, ni de la concession à personne, mais le résultat parle de lui-même, n'est-ce pas? Et maintenant, des clients me demandent pourquoi je n'ai pas fait ce que vous avez fait. Je passe pour un idiot.
Écoutez, je suis désolé si vous vous sentez ainsi, mais je ne peux pas contrôler ce que les gens pensent. Vous avez essayé à votre manière, j'ai essayé à ma manière. Ça a marché pour moi cette fois-ci. Cette fois-ci, il répéta, la voix aigre. Tu te prends pour qui? Parce que tu as réparé un camion. Mais laisse-moi te dire une chose, petite. Cette industrie n'est pas faite pour les femmes. Tu as peut-être eu de la chance cette fois-ci, mais ça ne durera pas. Quand un vrai problème se présentera, tu verras que tu n'es pas aussi doué que tu le penses. La colère monta dans la gorge de Marina, mais elle la refoula. Si vous avez appelé juste pour me décourager, vous pouvez raccrocher. J'ai du travail à faire. Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre. Ses mains tremblaient, non de peur, mais d'indignation. C'était toujours ainsi. Quand une femme se distinguait, il y avait toujours quelqu'un prêt à la rabaisser, à attribuer son succès à la chance, à remettre en question si elle méritait vraiment d'être là. Madame Irène, qui avait entendu la conversation depuis la cuisine, apparut avec un verre d'eau. « N'y faites pas attention, ma fille. Un homme à l'ego blessé, c'est comme un chien mordu. Il aboie fort, mais au fond il a peur. » Marina prit l'eau, reconnaissante. « Je sais, Madame Irène, mais c'est fatigant. Vous savez, devoir prouver chaque jour que vous êtes capable. Je sais, mon mari y était confronté aussi, mais parce qu'il était noir. Il y avait toujours quelqu'un qui pensait qu'il était là par quota, non par compétence. Jusqu'au jour où il a réparé un moteur que son superviseur d'alors avait déclaré irréparable. Après cela, le respect est venu, mais au prix de beaucoup d'usure. Les mots de Madame Irène résonnèrent dans l'esprit de Marina. L'usure. Oui, c'était ça. Chaque jour était une bataille, non pas contre les problèmes mécaniques, mais contre les préjugés, la sous-estimation, la nécessité constante de prouver l'évidence. Mais abandonner? Jamais. La semaine suivante, Marina répondit à l'appel de l'entreprise de transport à Mulhouse. Le Scania avait un problème intermittent dans le système d'injection. Parfois, il fonctionnait parfaitement. Parfois, il s'arrêtait en pleine route sans avertissement. 3 mécaniciens avaient déjà essayé de résoudre le problème en changeant les injecteurs, la pompe à carburant, les capteurs. Rien ne fonctionnait. Marina passa 2 jours à étudier le schéma des pannes. Elle découvrit que le problème ne se produisait qu'après de longs trajets de plus de 400 km, et toujours par temps chaud. La réponse se trouvait dans la dilatation thermique d'un faisceau électrique qui passait trop près de l'échappement. Avec la chaleur, le faisceau se dilatait, touchait le tuyau d'échappement, faisait fondre légèrement l'isolation et provoquait un court-circuit momentané qui perturbait l'UCE. Solution: repositionner le faisceau à 10 cm de l'échappement et ajouter une protection thermique. Coût: 100 €. Temps: 2 heures. Résultat: le Scania roule sans panne depuis 3 semaines. Le propriétaire de l'entreprise de transport, impressionné, offrit à Marina un contrat d'entretien préventif pour toute la flotte. 20 camions, salaire fixe mensuel, plus une commission pour les services supplémentaires. C'était l'opportunité qu'elle attendait. Stabilité financière, reconnaissance professionnelle, la chance d'avoir enfin son propre atelier. Mais il y avait un hic. « Il n'y a qu'une seule condition », dit le propriétaire, un homme d'une 60aine d'années, bien habillé, avec un ton condescendant. « Vous ne pouvez pas travailler en combinaison de travail. Vous devez venir en tenue normale, accueillir les camionneurs, coordonner l'équipe, mais ce sont les garçons qui mettront les mains dans le cambouis. » Marina eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. « Pourquoi? Je suis mécanicienne, n'a pas secrétaire. » « Je sais, mais réfléchissez bien. Comment ça fait pour l'entreprise d'avoir une femme sale de cambouis qui reçoit les clients? Ça ne fait pas bonne impression. Vous pouvez superviser, apprendre aux mécaniciens ce qu'il faut faire, mais laissez le travail manuel à eux. »« Le travail manuel ?» répéta Marina incrédule. « Vous venez de me proposer ce contrat parce que j'ai résolu un problème que vos gars n'ont pas réussi. Et maintenant, vous voulez que je ne fasse pas ce que je sais faire de mieux? » Marina, ne soyez pas comme ça. C'est juste une question d'image. Vous serez toujours valorisé, vous gagnerez bien votre vie. Non, merci.
Elle se leva et quitta la pièce sans regarder en arrière. Dans la rue, elle s'adossa à sa Saveiro et laissa enfin couler ses larmes. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de colère. La colère d'un monde qui reconnaissait sa compétence, mais refusait de la laisser l'exercer pleinement. Son téléphone portable sonna. C'était sa mère, Madame Lucie. « Bonjour ma fille, tout va bien ?» Marina essuya rapidement ses larmes, comme si sa mère pouvait la voir à travers le téléphone. « Oui maman, et toi ?»« C'est moi qui te demande. J'ai su que tu avais refusé un bon emploi dans une entreprise de transport. » Les nouvelles voyageaient vite. « J'ai refusé parce qu'il voulait que je sois un ornement. Je n'ai pas étudié, je n'ai pas travaillé si dur. Je n'ai pas autant prouvé pour maintenant donner des ordres aux autres de faire ce que je sais faire de mieux. » Madame Lucie resta silencieuse un instant. « Marina, tu te souviens quand tu avais 8 ans et que tu voulais jouer au football avec les garçons du quartier? Oui, je m'en souviens. Et ils ne te laissaient pas parce que tu étais une fille. Et tu as pleuré, et je t'ai dit, s'ils ne te laissent pas jouer, monte ta propre équipe. » Marina sourit malgré ses larmes. « Et je l'ai montée, et nous les avons battus. Alors, ma fille, si ce monde ne veut pas te donner la place que tu mérites, crée ta propre place. Tu n'as besoin de la permission de personne pour être qui tu es. » Quand elle raccrocha, Marina regarda autour d'elle. Elle était devant un entrepôt vide, abandonné, avec une pancarte à louer. Quelque chose en elle fit clic. Elle n'avait pas besoin d'un emploi, elle avait besoin de sa propre entreprise. Marina prit une photo de la pancarte et nota le numéro de contact. Puis, avec une détermination renouvelée, elle démarra sa voiture et partit. Le Volvo n'avait été que le début. Le véritable voyage ne faisait que commencer. Moteur et changement. 3 mois plus tard, Marina se tenait au milieu de ce qui était auparavant un entrepôt abandonné et qui était maintenant l'atelier Marina Diagnostics et Réparations Spécialisées. Les murs, autrefois écaillés, avaient été peints en blanc. Le sol avait été nivelé et recouvert d'un revêtement industriel. 2 ponts élévateurs hydrauliques, achetés d'occasion mais fonctionnant parfaitement, occupaient le centre de l'espace. Des établis avec des outils organisés, un scanner automobile professionnel, financé en 12 fois, qui lui faisait mal au ventre mais était nécessaire. Et dans le coin droit, un petit bureau avec une table, un ordinateur et une photo encadrée. Elle, à 15 ans, aux côtés de son père, devant un camion. L'inauguration officielle aurait lieu dans 2 jours, mais Marina avait déjà 3 camions prévus pour la semaine suivante. La nouvelle de l'impossible Volvo continuait à porter ses fruits. Chaque client satisfait la recommandait à d'autres. Chaque problème résolu construisait sa réputation. Mais tout n'était pas rose. Le financement de l'équipement pesait. La concurrence avec les ateliers établis était rude. Certains clients préféraient encore faire confiance à des noms connus, même si ces noms ne résolvaient pas les problèmes. Et il y avait toujours le regard méfiant quand elle répondait en personne, la surprise mal dissimulée quand il réalisait que la Marina de l'enseigne n'était pas seulement le nom de l'atelier, mais de la seule mécanicienne qui y travaillait. Pour l'instant, elle était seule. Elle n'avait pas d'argent pour embaucher du personnel. Elle faisait tout. Elle répondait aux clients, diagnostiquait les problèmes, réparait, nettoyait, organisait, s'occupait de la partie administrative. Elle se levait à 5 heures du matin, se couchait à minuit, et entre les deux, elle étudiait des manuels techniques, regardait des tutoriels, perfectionnait ses connaissances. Aujourd'hui, en particulier, elle testait le nouveau scanner sur sa propre Saveiro quand elle entendit le portail s'ouvrir. Elle leva la tête et vit un Volvo de débardage rouge entrer lentement dans la cour. Son cœur fit un bond. C'était Robert Martin. Il descendit de la cabine avec un grand sourire. « Marina, je suis venu vous rendre visite. » Elle s'essuya les mains sur sa combinaison et alla le saluer. « Monsieur Robert, quelle bonne surprise !» Le camion roule à merveille. J'ai fait 15 000 kilomètres depuis que vous l'avez réparé sans aucun problème. C'est comme s'il était né de nouveau. Il regarda autour de lui, impressionné. « Waouh, regardez ça! Vous avez ouvert votre propre atelier. » « Oui, je l'ai ouvert. C'est encore le début, mais
Début, rien du tout. C'est professionnel, organisé. Vous suivez votre chemin et de la bonne manière. Robert sortit une enveloppe de sa poche. Je suis venu parce que j'avais une dette. Vous n'avez pas voulu me faire payer à l'époque, mais maintenant que vous avez votre entreprise, vous avez besoin de capital. Il tendit l'enveloppe. Voici ce que je vous devais à l'époque, avec des intérêts. Je n'accepte pas de refus. Marina ouvrit l'enveloppe. Il y avait 3000 € en espèces. Monsieur Robert, c'est trop. C'est juste, et il y a plus. Il désigna le Volvo. J'ai apporté le camion pour que vous fassiez la révision. Je veux que vous vous en occupiez désormais, et j'ai déjà parlé à d'autres débardeurs de la région. 5 d'entre eux vont aussi apporter leur camion ici. Tous des Volvo. Tous ont besoin d'un mécanicien de confiance. Marina sentit ses yeux picoter. Elle ne pleura pas. Elle avait appris à retenir ses larmes devant les clients, même ceux qui étaient des amis, mais l'émotion lui serrait la poitrine. Je ne sais pas comment vous remercier. Pas besoin. Vous l'avez gagné avec votre travail, avec votre compétence. Maintenant, dites-moi, avez-vous de la place dans votre emploi du temps pour faire la révision cette semaine? Oui, bien sûr. Vous pouvez laisser le camion ici. Je le terminerai en 2 jours. Après le départ de Robert, Marina s'assit au bureau et regarda les 3000 €. Cet argent résolvait les problèmes immédiats. Il payait 2 mensualités du scanner. Le loyer de l'entrepôt pour 3 mois supplémentaires garantissait la tranquillité d'esprit. Mais plus important que l'argent était ce qu'il représentait, la validation, la reconnaissance, la preuve que la compétence finit par vaincre les préjugés. 2 jours plus tard, le matin de l'inauguration officielle, Marina arriva à l'entrepôt et trouva une surprise. Madame Irène était là, avec Monsieur Gérard, Madame Lucie, sa mère, qui était venue en bus de Mulhouse, et une vingtaine d'autres personnes, camionneurs, petits entrepreneurs, propriétaires d'entreprises de transport, même quelques habitants du quartier. « Maman, Madame Irène, qu'est-ce que vous faites ici ?» Madame Lucie embrassa sa fille. « Tu crois que j'allais manquer l'inauguration de l'atelier de ma fille? Et regarde combien de personnes sont venues te soutenir. » Monsieur Gérard s'approcha avec une plaque d'inauguration improvisée. « Nous voulions vous rendre hommage, Marina. Vous n'avez pas seulement réparé un camion, vous avez montré à beaucoup de monde, y compris à moi, que les préjugés sont l'apanage des ignorants. J'avais mes doutes quand vous êtes arrivé à la ferraille. Aujourd'hui, je raconte avec fierté que c'est une femme, Marina, qui a résolu ce que 23 hommes n'ont pas réussi. » La foule applaudit. Marina essaya de parler, mais les mots ne venaient pas. Elle réussit, finalement. « J'ai juste fait ce que j'ai appris à faire. Je ne suis pas spéciale, je suis juste une mécanicienne. » Une voix s'éleva du milieu du groupe. C'était Claude, le mécanicien qui s'était moqué d'elle à la ferraille. « Vous n'êtes pas seulement une mécanicienne, Marina, vous êtes une excellente mécanicienne. Et je suis ici parce que je voulais m'excuser à nouveau, mais cette fois en public. J'ai été plein de préjugés, idiot, et je me suis ridiculisé. Vous m'avez appris que j'ai encore beaucoup à apprendre, non seulement sur la mécanique, mais sur le respect des gens. » Encore des applaudissements. Marina vit au fond du groupe même Antoine du concessionnaire Volvo. Il n'applaudit pas, ne sourit pas, mais il hocha la tête. Un petit geste, mais qui signifiait quelque chose. Madame Lucie coupa le ruban d'inauguration improvisé avec des ciseaux et tous entrèrent pour découvrir l'atelier. Marina montra l'équipement, expliqua la philosophie de travail. Un diagnostic précis avant tout remplacement de pièces, l'honnêteté envers le client, le respect de la machine et de ceux qui en dépendent. Quand tout le monde fut parti, il était déjà tard dans l'après-midi. Marina resta seule dans l'entrepôt, assise par terre, adossée à l'un des élévateurs. Elle regarda autour d'elle et, pour la première fois depuis longtemps, se permit de ressentir de la fierté. Fierté du chemin parcouru, fierté des batailles gagnées, fierté d'être qui elle était. Son téléphone portable sonna, c'était un numéro inconnu. « Allô Marina, c'est Paul-Henri de Volvo Mulhouse. On ne se connaît pas personnellement, mais vous avez appelé ici il y a quelques mois pour une mise à jour logicielle. »
Bonjour Paul. Oui, je me souviens. Alors, j'appelle parce que... la concession recherche quelqu'un pour former les mécaniciens au diagnostic électronique avancé, aux techniques de dépannage, à l'analyse de pannes complexes, ces choses-là. Et le superviseur technique, Michel, il m'a dit que vous seriez parfaite pour ce travail. Ce serait comme une consultation, quelques samedis par mois, paiement à l'heure. Ça vous intéresserait? Marina cligna des yeux, traitant l'information. La concession, la même où Antoine travaillait, la même qui n'avait pas réussi à réparer le Volvo, lui demandait d'enseigner à leurs mécaniciens. Oui, ça m'intéresse. Super. Je vais transmettre vos coordonnées aux ressources humaines. Ils vous appelleront la semaine prochaine pour régler les détails. Quand elle raccrocha, Marina ne put se retenir. Pour la première fois depuis qu'elle avait commencé ce voyage, elle pleura de bonheur. Ce n'étaient pas des larmes de victoire facile, mais de reconnaissance méritée. Chaque doute affronté, chaque blague ignorée, chaque porte fermée au nez, tout avait valu la peine. 6 mois plus tard, l'atelier Marina n'était plus un entrepôt avec une seule mécanicienne. Il y avait maintenant 3 employés, 2 mécaniciens hommes, que Marina avait formés personnellement, et une jeune femme de 19 ans, Jessica, qui était apparue timidement, demandant une chance d'apprendre. Mon père a dit que la mécanique n'était pas un endroit pour les femmes, avait dit Jessica lors de l'entretien, mais je veux lui prouver qu'il a tort, et si vous avez réussi, moi aussi. Marina l'a embauchée sur le champ. Le volume de travail avait tellement augmenté qu'elle avait dû louer l'entrepôt d'à côté et s'agrandir. Maintenant, elle s'occupait non seulement des camions, mais aussi des machines agricoles, des bus, et même de quelques voitures particulières, lorsque le problème était trop complexe pour les ateliers conventionnels. Sa réputation de mécanicienne des cas impossibles s'était répandue dans la région. Il n'était pas rare de recevoir des appels de villes éloignées, demandant des consultations, des diagnostics à distance, des formations, et par une froide matinée de juin, Marina reçut une visite qui la ramena au début de tout. Un Volvo de débardage entra dans la cour. Ce n'était pas celui de Robert. Elle le reconnaîtrait n'importe où. C'en était un autre, plus récent, plus moderne. Du camion descendit une femme. Elle devait avoir environ 40 ans, les cheveux courts, une combinaison impeccable. « Marina ? » ?»« Oui, je suis Marina. Mon nom est Nathalie. Je suis transporteur autonome de Metz. Je suis venu vous apporter mon camion pour que vous y jetiez un œil. Il a un problème intermittent avec le système de frein que personne ne peut résoudre. » Marina sourit. « Les problèmes intermittents sont ma spécialité. Laissez-moi faire, on va le résoudre. » Nathalie hésita. « Vous savez pourquoi je suis venu jusqu'ici de Metz, plus de 300 kilomètres. Parce que quelqu'un m'a raconté l'histoire du Volvo que 23 mécaniciens ont abandonné jusqu'à ce que vous le répariez en 3 jours. Et, j'ai pensé, s'il y a quelqu'un qui comprend à quel point c'est difficile d'être une femme dans ce milieu et qui, malgré tout, n'abandonne pas, c'est vous. » Les 2 femmes se regardèrent. Pas besoin de mots. Nathalie comprenait les batailles quotidiennes, les regards de doute, la nécessité constante de prouver sa compétence, et Marina comprenait qu'elle ne luttait plus seule. « Nous allons résoudre votre problème, » dit Marina en lui tendant la main. « Et ensuite, vous me raconterez votre histoire. Je suis sûr qu'elle est aussi bonne que la mienne. » Nathalie serra fermement sa main. C'est convenu. Cette nuit-là, après le départ de tous les employés, Marina resta seule dans l'atelier. Elle marcha entre les établis, passa sa main sur les outils, sentit l'odeur familière de graisse et de gazole qui imprégnait chaque recoin. Son téléphone portable sonna. C'était Monsieur Gérard. « Bonjour, Marina. J'appelle parce qu'un camion est arrivé ici à la ferraille et personne n'arrive à le réparer. Un Scania avec un problème de transmission. 7 mécaniciens sont déjà venus. » Marina rit. « Laissez-moi deviner. Vous voulez que j'y jette un œil ? Si vous pouvez, n'est-ce pas ? Sans hâte. Je sais que vous êtes occupé maintenant avec le grand atelier et tout. Bien sûr que je peux, Monsieur Gérard. Ce week-end, je passerai. 7 mécaniciens. C'est un bon chiffre. Mais c'est encore loin de 23.
Gérard rit de l'autre côté du fil. Vous êtes terrible, jeune femme, mais c'est pour ça que je vous aime bien. Quand ils raccrochèrent, Marina regarda par la fenêtre du bureau. Dehors, les lumières de la ville commençaient à s'allumer. Mulhouse, la ville où elle avait grandi, où elle avait perdu son père, où elle avait appris que les moteurs parlent, si on sait écouter. Et elle avait appris à écouter, non seulement les moteurs, mais aussi son propre cœur qui lui disait chaque jour « Tu as ta place ici, tu mérites d'être ici, tu as conquis cet endroit ». 23 mécaniciens avaient abandonné le Volvo de débardage. Mais une femme, armée de connaissances, de détermination et du refus absolu d'accepter les limitations imposées par les autres, n'a pas seulement réparé le camion, elle a réparé quelque chose de bien plus grand. Elle a réparé l'idée qu'il existe des endroits où les femmes n'ont pas leur place. Elle a réparé la notion que le genre détermine la capacité. Elle a réparé, à chaque moteur qui reprenait vie, la conviction que la compétence n'a rien à voir avec qui vous êtes, mais avec ce que vous savez faire. Et Marina savait très bien faire. Les moteurs qu'elle réparait continueraient de rouler sur les routes du Grand Est, de France, du monde. Mais le plus grand changement qu'elle a provoqué n'était pas dans les moteurs, il était dans les esprits. Et cela, aucune panne ne pourrait le briser. Fin. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous croyez que la compétence n'a pas de genre et que la détermination peut déplacer des montagnes, abonnez-vous à la chaîne. Partagez avec des personnes de bon cœur comme vous, qui savent reconnaître quand quelqu'un mérite le respect, non par son apparence, mais par ce qu'il accomplit. Marina n'est qu'une, mais combien d'autres Marina existent là-bas? Attendant la chance de prouver leur valeur, diffusons ce message ensemble, car toute histoire de dépassement mérite d'être racontée.